Aujourd'hui, c'est la Sainte-Ambroise, c'est le congrès régional d'apiculture que l'on fait chaque année. On a commencé hier en créant l'Académie de l'abeille d'or avec Yann Arthus Bertrand. Et puis aujourd'hui, nous sommes ici à Balma pour parler abeilles. Et là, ce soir, il y a l'équipe de Cache Investigation qui va venir faire une conférence avec Gérard Bapt pour nous parler de leur métier de journaliste d'investigation et principalement de leur enquête sur les pesticides. Tu as parlé de Gérard Bapt, justement, il fait partie de ces députés, ils ne sont pas si nombreux que ça, qui ont reçu quel syndicat a offert une ruche. Pourquoi ? Voilà, le syndicat apiculteur Midi-Pyrénées a offert en mars dernier 3 ruches à 3 députés, à Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres, Jean-Paul Chanteguet, député de l'Indre, et Gérard Bapt, député de la seconde circonscription de Haute-Garonne, pour leur engagement en faveur des abeilles, puisqu'ils sont à l'initiative de l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes en France, en co-signant un amendement qu'ils ont déposé et redéposé pendant près d'1 an et demi à l'Assemblée nationale. Donc il y a encore de l'espoir pour faire bouger les lignes et faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience que les abeilles, c'est primordial pour la vie de l'humanité. Tout à fait. Je pense que ce qui arrive aux abeilles, on l'a vu il y a 20 ans, les abeilles avaient des tremblements, des pertes de mémoire, c'est-à-dire du Parkinson, de l'Alzheimer. On se doutait bien que ces conséquences sur un être si petit allaient se retrouver sur nous. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, des conséquences qu'on voyait sur l'abeille il y a 20 ans arrivent maintenant aussi sur la population et notamment chez les agriculteurs. Donc il est temps de prendre conscience de ce danger et de se mobiliser pour arrêter cette folie de ce modèle qui nous est proposé par l'agrochimie, qui n'est qu'un modèle de business, mais pas du tout un modèle de santé publique. Oui, puisque l'agroécologie, elle, par contre, préserve les abeilles et toute la biodiversité. Voilà, c'est ce qu'en tout cas on espère qui sera mis en place dans les prochaines années sur le territoire français, que la France arrêtera d'être la 3e utilisatrice de pesticides au monde et la première au niveau européen. Si on pouvait perdre un peu ce leadership, ça serait bien pour nos abeilles et pour notre santé. Merci. Merci. Alors Martin Doux, merci d'être là et de répondre aux questions de TV Sol. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a incité à répondre favorablement à la demande du syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées ? Je trouve ça important que notre travail ait une continuité dans la vie réelle. Et c'était une bonne opportunité ici pour rencontrer aussi des apiculteurs qui sont face à des problèmes environnementaux, à une surmortalité des abeilles, et d'essayer de comprendre aussi avec eux et d'avoir les bons contacts aussi pour les voir. Et puis ce soir, il y a beaucoup de gens, au-delà même des apiculteurs. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir rencontrer tous ces gens et ces citoyens. Donc voilà, c'est bien. Donc vous êtes journaliste à Cache Investigation, donc une émission où vous allez chercher l'information, où sans doute on vous met des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cet angle du métier de journaliste ? Le journalisme d'investigation, c'est un oxymore. C'est un journaliste rigoureux qui a du temps. Et la clé, c'est le temps. Et très vite, moi, je me suis aperçu dans mes années d'étudiant en journalisme qu'on manquait de temps et on manquait aussi parfois de profondeur. Ça veut dire qu'on nous apprend à hiérarchiser l'information, ce qui est très important. C'est l'une des premières bases du journalisme, hiérarchiser l'info. Qu'est-ce qui est le plus important ? Mais il y a eu sur des sujets en particulier où j'arrivais pas à hiérarchiser. Pour moi, une information en valait une autre. Une expliquait l'autre et l'autre expliquait l'une. Et j'ai dû choisir parce qu'on n'avait pas assez de temps. Parce qu'on vous demande des sujets d'1 minute 30, 2 minutes. Ça m'a profondément frustré. Et je me suis dit que j'allais me consacrer au journalisme avec du temps, au journalisme long, donc des grands formats, des documentaires de 52 minutes, des documentaires de 110 minutes. Voilà, il se trouve que donc, le journalisme d'investigation a été une sorte d'évidence parce que pour pouvoir approfondir, bouger les lignes, il faut du temps, il faut que nous on devienne maître de notre sujet aussi. Et on ne devient pas maître de notre sujet en une demi-heure, en une journée. Il faut aller voir des experts, mais aussi les experts qui ne sont pas sur les plateaux de télé tout le temps. Il faut aller voir des gens qui sont derrière, qu'on ne va jamais voir. Il faut aller voir des lanceurs d'alerte qui ne parlent pas, il faut les convaincre, etc. Donc tout ça, c'est un travail qui prend du temps et le journalisme d'investigation, en cela, est pour moi l'essence même du journalisme, quoi. C'est génial de pouvoir avoir du temps et de révéler des choses et de pouvoir travailler dans ces conditions-là.
Alors, dans les enquêtes que vous avez menées, il y a celle sur les pesticides dans le Bordelais, où finalement il y a beaucoup de pollution à travers le traitement des vignes quand elles ne sont pas en bio. Il y a eu derrière des actions menées par des citoyennes et des citoyens. Oui, il y a eu... même Le Monde a fait un article en disant il y a eu un avant et un après cache investigation dans le sud-ouest. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'en fait, des citoyens se sont mobilisés. Il y a eu une manifestation, il y a eu des comités d'information sur les pesticides qui se sont montés un peu partout, des réunions publiques aussi avec les maires. La préfecture a pris de nouvelles dispositions, qui sont certes pas encore tout à fait satisfaisantes pour les militants, mais qui sont déjà un premier pas. L'Assemblée nationale, en tout cas des députés, ont annoncé qu'ils souhaitaient créer une mission d'information. Donc tout ça est positif. Et l'essence même de notre travail, c'est ça, c'est quand notre travail est repris par les citoyens. Nous, on n'est qu'un hub en fait, on n'est qu'un passage. Et c'est génial de pouvoir faire bouger les lignes comme ça, c'est très encourageant. S'il n'y avait pas des journalistes comme vous, finalement, à suivre l'actualité par petits bouts, notamment sur les chaînes où c'est les informations en continu, on passe à côté de plein d'autres choses. Oui, alors nous, on est souvent sur le devant de la scène parce qu'on nous voit, etc. Les gens les plus courageux, c'est pas nous. Les gens les plus courageux, c'est ceux qui nous parlent. C'est ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Nous, notre combat, il est là-dedans. Notre combat, il est de créer un statut de lanceur d'alerte pour que ces gens soient protégés. Pour que Antoine Deltour, qui est donc le lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks, que Raphaël Allais, l'autre lanceur d'alerte dans l'affaire LuxLeaks, que Stéphanie Gibault, UBS, et plein d'autres lanceurs d'alerte aient un statut qui fasse qu'ils sont protégés juridiquement et qu'on peut les protéger. Nous c'est notre travail. Enfin, sans eux, on n'existe pas. Donc c'est à eux qu'il faut tirer le chapeau. Et c'est pour ça que je dis que nous, on n'est qu'un passage. Évidemment, il faut qu'on aille les chercher parce que parfois, ils ne sont pas faciles à trouver. Il n'y a pas un site lanceurd'alerte.fr. Simplement, c'est très important pour nous que ces gens-là soient protégés et c'est eux à qui il faut tirer notre chapeau et c'est eux qui prennent des risques. Et c'est vraiment eux qui sont la base de notre métier et il faut les protéger. Et justement, il y a eu un projet de loi qui a priori allait dans le bon sens, sauf qu'il y a eu la censure d'un bout d'article, en tous les cas, notamment sur la divulgation de la comptabilité ou en tous les cas des transnationales, où il y a eu visiblement un blocage au niveau du secret, soi-disant. De quand vous parlez ça? Il y a quelques jours? Tout récemment. Alors c'est pas les lanceurs d'alerte, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle le reporting. C'est-à-dire c'est pays par pays. Ça veut dire qu'il y avait une loi qui était assez intéressante, qui consistait à ce que les pays, que les multinationales déclarent pays par pays ce qu'elles gagnent. Et non pas via les filiales, qui sont souvent dans les paradis fiscaux, Luxembourg, etc. C'est une manière d'y voir plus clair dans les comptes des entreprises et de voir ce qu'elles devraient payer réellement en impôts plutôt que ce qu'elles payent réellement. En fait, le problème, c'est quoi? Une entreprise comme Google fait des millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Simplement, elle ne les déclare pas. Elle les déclare via sa filiale, qui est au Luxembourg. Elle les déclare par un jeu de comptabilité qui fait qu'elle va payer le minimum d'impôts. C'est tout le problème de l'évasion fiscale réside là-dedans en ce moment. Le problème de l'évasion fiscale, c'est que c'est légal. Et un lanceur d'alerte, comme Raphaël Allais ou Antoine Deltour, qui va dire « écoutez, moi ça ne me va pas ça », et bien on va le poursuivre en justice parce qu'il a révélé des documents qui sont des documents qui étaient en fait des cheminements fiscaux légaux. Et toute la protection du lanceur d'alerte, elle est là-dedans, à montrer qu'effectivement ça peut être légal, mais ce n'est pas moral. Et qu'il fallait un lanceur d'alerte pour le montrer. Donc voilà, j'ai l'impression déjà que le terme lanceur d'alerte, nous quand on a commencé à travailler à Cash, il y a 5 ans, le premier Cash qu'on a fait, le mot lanceur d'alerte n'existait quasiment pas. Personne ne l'utilisait. On ne savait pas ce que ça voulait dire. C'était un terme un peu complexe, etc. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est un lanceur d'alerte. Donc voilà, c'est une première victoire. Et il y a de plus en plus de gens qui se disent je dois parler, je dois montrer ce qui se passe. Il y a des proto-projets pour les protéger. Voilà, ça va dans le bon sens, mais il faut que nous, citoyens, on soit très très attentifs à ne pas lâcher la pression parce que c'est grâce à des gens comme ça que les débats de société évoluent, vraiment. En fait, c'est les lanceurs d'alerte qui sont condamnés, alors que ceux qui ont finalement transgressé même parfois les lois, eux sont toujours au niveau des transnationales clean, transparents. En France, on est un peu plus indulgent sur ce qu'on appelle la délinquance en col blanc, la délinquance financière. En même temps, Cahuzac, il vient d'être condamné en première instance, il a fait appel à 3 ans de prison.
C'est pas rien en 3 ans de prison. Ça veut dire quelque chose. Aux États-Unis, la fraude fiscale, c'est un crime. Nous, c'est souvent un délit. C'est une première différence. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'état de la société fait que des responsables de multinationales, des responsables politiques, en tout cas des responsables qui seraient amenés à être rendus coupables de fraude fiscale, rendus coupables de fraude, de comptabilité, etc., devraient être jugés pénalement, et non pas simplement avec une amende en correctionnel. Donc oui, moi ça pose question, effectivement, le 2 poids 2 mesures entre la délinquance en col blanc et la délinquance classique, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Et je trouverais ça bien qu'on aille vers une plus parfaite égalité, parce que c'est pas parce qu'on tue personne directement que pour autant on ne détruit pas des centaines de vies de personnes qui avaient mis leur économie, qu'on ne détruit pas des vies de gens qui sont licenciés pour des licenciements abusifs parce qu'on a maquillé les comptes afin de pouvoir faire passer son licenciement économique alors que l'entreprise allait bien. Voilà, ça existe tout ça. Et notre arsenal juridique, je trouve, est encore un peu indulgent, un peu trop indulgent. Donc oui, il faudrait aller dans ce sens. Alors, cache investigation, donc vous espérez continuer longtemps, enfin nous, oui. Donc à nous, peut-être citoyens, je touche du bois, vous soutenir. Il faut le soutenir, bien sûr, on n'est rien sans le soutien des citoyens, bien sûr. Le jour où on n'a plus le soutien du public, nous on n'existe que parce qu'on a le soutien du public. Et parce que les citoyens apprécient notre émission. Le jour où on perd le soutien du public, on n'existe plus. Donc j'espère que ça va durer, on fait tout pour, en tout cas on travaille dur. Mais il faut reconnaître que parfois, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc pour l'instant, France Télévisions nous soutient et c'est super. Honnêtement, on n'a rien à dire, on n'a jamais été censuré. Ils nous soutiennent vraiment et bon, voilà, j'espère que ça va continuer. Merci. Merci.